Chaque histoire de ce podcast est une trajectoire de vie personnelle, singulière. Elle ne représente qu'elle-même, car chacun a son histoire et chacun a sa mémoire. Et de nous, qui se souviendra? Par Nicole Ludicelli. C'est une histoire de pied noir particulière que celle de France. Toute sa famille vit en Algérie depuis 1868, mais elle naît à Mâcon, lieu des vacances familiales, le 14 août 1939. En septembre, la guerre est déclarée, alors la famille se dépêche de rentrer chez elle, en Algérie. France va vivre ses 15 premières années en Algérie, entre Alger et la Kabylie. Son père, qui est fils de fermier colon et qui a fait des études, est professeur de droit à la faculté d'Alger et en même temps, il gère une ferme héritée de son père en Kabylie. Le petit village dont dépendait la ferme était peuplé de petits commerçants, de pêcheurs qui étaient soit juifs, soit musulmans, soit maltais, italiens d'origine, mais français. Et on les voyait tous les jours, pratiquement. La population de la ferme, je ne sais plus combien il pouvait y avoir d'ouvriers, peut-être une dizaine. On allait très souvent inviter dans la montagne, au baptême, au mariage, des ouvriers qui nous invitaient. C'est pour ça que dans beaucoup de livres où l'auteur dit que les pieds noirs n'avaient aucun rapport avec la population, c'est absolument faux. Enfin, en tout cas, en ce qui nous concerne. Et ma mère me raconte aussi qu'à Biskra, ils avaient des relations très, très amicales et très serrées avec une famille très célèbre, mais de grandes tantes, qui s'appelait les Bengana. Et ils étaient des véritables amis. Je n'avais pas l'impression du tout d'être un colon. Je savais que le mot existait, bien sûr, mais pas du tout dans son côté péjoratif. Ça faisait partie des aléas de la vie. Alors, est-ce que je ne réfléchissais pas? Est-ce que j'étais trop jeune pour faire une différence fondamentale? Voilà, sauf que, bien sûr, j'allais manger de la galette avec eux quand ils déjeunaient, avec une galette délicieuse, et que, me disait-il, ils mangeaient mieux le soir quand ils rentraient dans leur village, qui était dans la montagne un petit peu plus haut. On aimait beaucoup, avec mon frère, effectivement, aller voir un petit peu ce qu'ils faisaient, comment ils travaillaient. Il n'y avait ni le sentiment qu'on leur était supérieur, absolument pas, ni le sentiment qu'ils étaient à notre service. Je ne sais pas, ça se passait très bien à l'époque. Quand on pense à ce que signifie maintenant colonisation, colon, on est très... Enfin, les gens comme moi sont très très surpris parce que ces mots ont pris des sens terribles qui n'avaient pas quand j'étais en Algérie du tout. Et quand on est arrivé en France, en 55 ou 56, on avait très peu souffert de la guerre. C'était le tout début. Je me souviens juste que mon père avait dit à ma mère, écoutez, si vous allez en Kabylie, là, à la ferme, prenez quand même un revolver dans la boîte à gants. Comme si ça pouvait avoir un effet quelconque. C'est dire à quel point on mesurait
petitement ce qui se passait. Nous étions des Français vivant dans des départements français en Afrique. Et notre patrie, c'était la France, c'était pas l'Algérie. Or, avec mes copines de pensionnat, je voyais bien que certaines pensaient que c'était l'Algérie leur patrie. La France, d'abord, certaines ne la connaissaient pas du tout, et d'autres la connaissaient pour y passer quelques vacances, mais leur pays, c'était l'Algérie, alors que pour nous, notre pays, c'était la France. Peut-être quand même le fait d'avoir un père qui avait fait des études, en partie à Paris, parce que l'agrégation se faisait toujours à Paris. Il avait donc vécu aussi à Paris, il avait connu Giraudoux, beaucoup de gens importants, enfin importants intellectuellement. Et donc, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. France ne connaîtra pas la guerre d'Algérie ni l'exode, car juste un an après le début des événements, en 1955, son père obtient un poste de professeur agrégé à l'université de Paris. La famille quitte alors l'Algérie et s'installe en métropole. Aucun lycée n'a voulu de nous. Alors, on a dit que c'était parce que c'était des pieds noirs et que leur niveau était tout à fait inférieur à celui de Paris. Moyennant quoi, on n'a trouvé qu'une place au lycée de Fontainebleau, où nous nous sommes retrouvés, mon frère et moi, pensionnaires, et où j'ai fait donc ma première année de scolarité métropolitaine. Et là, je ne peux pas dire que j'ai senti de mes camarades de l'animosité vis-à-vis des pieds noirs, mais par contre des professeurs, et spécialement du professeur de français que j'avais à cette époque-là, qui était assez déchaîné contre les enfants de colons et de pieds noirs. Et puis, et c'est vraiment la seule animosité que j'ai ressentie. Par contre, l'ignorance absolue de mes congénères au lycée et même de mes amis que j'ai fréquentés ensuite sur l'Algérie, qui était un endroit où, bien entendu, ils n'étaient jamais allés, dont ils ignoraient presque l'existence, et dont, en tout cas, ils pensaient que c'était vraiment pas du tout comme chez eux. Parce que quand au collège, au lycée, on m'avait demandé quelle était la profession de mon père et que j'avais dit professeur de droit à Alger, on m'avait dit « Ah bon, il y a une faculté à Alger ?» Comme si vraiment on habitait au fin fond du Sahara. Et je n'ai à nouveau été confrontée à ce problème que quand je suis tombée amoureuse d'un homme, enfin d'un jeune homme, parce qu'on était quand même assez jeunes, on avait 18 ans, 17 ans, qui faisait partie d'une famille plutôt Algérie indépendante, alors que nous étions évidemment plutôt Algérie française, que à Paris à cette époque-là, il y avait deux camps très très nets, qui étaient ceux qui étaient pour l'Algérie française et ceux qui ne l'étaient pas. Donc voilà que je m'amourachais de quelqu'un qui était plutôt pour l'indépendance de l'Algérie. On se marie en printemps 63 et on part tout de suite après à Alger. Et on y vit pendant 4 ans et les 2 enfants y vivent. Et donc, moi j'ai retrouvé mon pays, évidemment
assez amoché après 7 ans de guerre, ce qui me semblait tout à fait légitime, qu'après 7 ans de guerre, les choses aient considérablement changé. Mais enfin, quand même, j'ai retrouvé le pays, même amoché, il était là, c'était le même air, la même odeur, les mêmes gens. Et on a passé 4 années extrêmement agréables. Le fait que j'étais pied noir n'est absolument pas rentré en ligne de compte. Je ne m'appelais plus de mon nom de jeune fille, bien sûr. Donc, même en voyant les passeports, ça n'a posé aucune espèce de problème. Et puis, on est retourné en Kabylie parce que j'avais envie de montrer à mon mari ce merveilleux pays. On a commencé par aller au village et ensuite à la ferme qui avait brûlé et qui était occupée par le syndicat des éleveurs de la région. Et il y avait donc des vaches partout, y compris dans la maison. Et ensuite, on est monté dans la montagne pour retrouver des ouvriers, certains des ouvriers de la ferme. Et on les a retrouvés avec 7 ans de plus, bien sûr, mais toujours agréables, nous demandant des nouvelles de toute la famille. Et alors ça a été pour mon mari qui, lui, ne savait pas ce que c'était que l'Algérie, ne savait pas ce que c'était qu'un colon, ne savait pas ce que c'était qu'une ferme en Afrique. Quand il a vu l'accueil de ces gens frustes, vivant dans la montagne, dans des maisons kabyles très, très simples, quand il a vu cette affection et il s'est tout de même dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qui se dit et ce que l'on pense de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'était vraiment un coup du sort merveilleux qu'on ait été muté en Algérie, parce que lui a vu ce que c'était, il a vu la beauté du pays, bien sûr, et tout ce que les Français avaient quand même fait. Il était très étonné de rentrer dans des villages qui étaient comme des villages français, avec l'église sur la place et éventuellement la mosquée, mais au moins il y avait les deux. On est allé se baigner sur la plage où on se baignait tout petit, avec les enfants des ouvriers aussi. On a même récupéré, chez le cafetier du coin, qui était toujours là, 2 grands tableaux qu'ils avaient sortis de la ferme quand elle avait brûlé, qu'ils avaient mis à l'abri dans leur café, et qui trônaient sur les murs du café. C'était des tableaux qui faisaient 1,50 m sur 2,50 m. C'est d'un orientaliste de Buzon, d'un orientaliste à ses côtés. Et on les a mis sur le toit de la Volkswagen et on les a emmenés dans notre appartement à Alger. Et après, ils ont fait partie du déménagement quand on est rentré en France. J'ai assumé l'identité de pied noir assez bien. Je l'ai toujours dit, sans aucune crainte ni aucune honte, tout en sachant que quelquefois, ça devait interpeller les gens. D'abord parce que je n'avais pas l'accent et que physiquement, je ne ressemblais pas à ce que les gens s'imaginaient. Alors, il y a le mot colon dont vous parliez tout à l'heure, et là, au début, colon, pour moi, c'était comme épicier ou comme professeur. Et puis, au fur et à mesure que la guerre s'est faite, que la politique est rentrée dans toute cette histoire de manière très, très violente et très, très forte, eh ben, c'était un mot à ne pas prononcer. On était colons, on était donc des exploiteurs, forcément. Et alors là, ça, c'est un mot que je n'ai pas prononcé. Je n'ai jamais dit, par exemple, mes parents étaient colons. Or, ils étaient à la fois professeurs de droit et colons, puisqu'ils avaient une ferme. C'est comme si mes cousins qui vivaient en France n'avaient pas pu dire qu'à la fois ils étaient médecins et qu'ils avaient des terres dans le nord où ils exploitaient du blé,
par exemple. Pour moi, c'était une notion tout à fait différente. C'était suspect. Alors, ce qui m'a le plus marqué de cette histoire d'Algérie, c'est vraiment le fait que ces 3 départements qui étaient très proches finalement étaient totalement inconnus de la majorité des Français. Évidemment, ne connaissant pas le pays, connaissant très peu de gens qui y vivaient, ne connaissant que la guerre qui avait eu lieu, qui leur avait mangé, bien sûr, des soldats, ils s'en sont absolument désintéressés. Et dès le départ, ils ignoraient totalement ce que c'était que l'Algérie, quoi. C'est la question sur il y avait une faculté à Alger. Ah bon? J'ai eu aussi il y avait un hôpital, l'hôpital Mustapha. Ah bon, il y avait un hôpital. Enfin, vraiment des choses. Et au fil des années, j'ai vu que c'était totalement ignoré, et ensuite que ça n'intéressait personne. Ça a intéressé pendant la guerre. Mais justement, la guerre, c'était quelque chose qui était absolument rejetable parce que c'était affreux. Mais le reste du pays, le reste de ce qui s'était passé, n'intéressait personne. Et je l'avais constaté à plusieurs reprises, bien sûr, avec les gens que je fréquentais, mais dans ma propre famille, enfin la famille de mon mari, où la politique était vraiment le seul sujet dont on discutait avec chaleur et avec enthousiasme. On ne m'a jamais posé la moindre question, alors que nous étions 2 pièces rapportées qui étaient pieds noirs, et ni à l'une ni à l'autre, on n'a jamais posé de questions sur son pays. Voilà. C'est fou. C'est fou, et ça m'est vraiment resté comme un poids considérable. Et ça l'est même toujours, car j'ai pas eu énormément de questions sur l'Algérie depuis 60 ans, quoi, en fait, de la part de quiconque. De temps en temps, je glisse un mot disant que je regrette de ne pas avoir... Je dis ça à mes enfants, je regrette de ne pas avoir posé plus de questions à mes parents, parce que j'espère que ça va déclencher chez eux une salve de questions, mais il y en a quand même pas beaucoup. De temps en temps, il y a des moments privilégiés, spécialement avec ma fille, quand on est toutes les 2. De temps en temps, elle est curieuse d'un certain nombre de choses. Mais il y a tellement de sujets qui les intéressent, ça passe quand même au deuxième plan, je pense, par rapport à leur vie immédiate. Un jour, j'ai quand même dit dans un dîner que j'étais quand même très étonnée alors que le sujet les intéressait, qu'il intéressait toute la France, et que ça a été pendant 20 ans un des principaux sujets de discussion, qu'il n'ait jamais posé de questions sur... Et ils m'ont dit, c'est vrai. Ils ont reconnu que vraiment c'était assez incroyable, effectivement. Ils étaient bien d'accord. J'ai pensé que ça devait être à la fois un mélange de discrétion et de... Comment dire? Et un peu de désintérêt aussi. Le mot colon, je pense que je ne l'ai jamais employé avec eux. Parce que c'est un mot qui était surtout employé par les Français de France. Mais évidemment, c'était un mot qu'on n'employait pas, nous, sur place. C'est un mot que j'ai appris de la même manière que le mot bico, je l'ai appris en arrivant en France. Je ne l'avais jamais entendu en Algérie. Jamais. C'est aussi en arrivant en France que j'ai su que j'étais pied noir. Avant, on disait Français d'Algérie.
Bon, c'est devenu un terme générique pour moi assez sympathique, mais qui a longtemps été assez honni, hein, assez ostracisé. Et le mot rapatrié, alors c'est un mot que j'ai beaucoup entendu au moment où tout le monde est rentré en 62, que j'ignorais totalement avant, qui ne m'est jamais été... on ne m'a jamais appelé rapatrié. Bon, parce que d'abord, on est venu dans de bonnes conditions par rapport à ce qui s'est passé en 62. Mais j'ai beaucoup partagé la peine et la honte de la manière dont les rapatriés ont été accueillis. Vraiment, c'est abominable. Et quand je lis l'historien qui dit que on a choisi de rentrer, comme si on avait choisi de rentrer, enfin bon. Bref, ça a été, ce mot de rapatrié est intervenu à ce moment-là, et avec toute la lourdeur et l'horreur, on peut dire, qui transporte. Quand mon mari est arrivé en Algérie, en 63 donc, on lui a servi des sardines grillées et puis des artichauts crus. Et il a cru qu'on se moquait de lui. Il n'imaginait pas que les sardines existaient autrement qu'en boîte. Et grillées, et les artichauts, bien sûr, toujours cuits. Et donc il a découvert beaucoup de cuisine locale. Poivrons, aubergines... Tout ça, c'était des légumes, huile d'olive. Jacques n'avait jamais mangé d'huile d'olive avant de me connaître. Chez lui, il n'y avait pas d'huile d'olive. C'est curieux, hein. J'ai quelques recettes qui sont typiquement pied noir. J'avoue qu'elle est très intéressante parce que elle contient des recettes arabes, des recettes juives, des recettes maltaises, des recettes italiennes, des recettes espagnoles. C'est merveilleusement riche. C'est une cuisine merveilleusement riche et avec des teintes de toute provenance, dont une soupe à l'ail qui est un vrai régal et qui ne se fait que, je sais pas, sûrement elle se faisait ailleurs, mais je n'en ai mangé que dans ma famille, et ça je l'ai transmise à mes enfants. Et le couscous que j'arrive à faire très bien, tellement bien que je les trouve tous mauvais sauf le mien. Mais je ne suis pas la seule à trouver que j'ai appris à bien le faire. Je l'ai longtemps raté et maintenant je fais un très très bon couscous. Et je suis ravie qu'en France, ça c'est très apprécié, le couscous. Si je pense à mes enfants, je ne sais pas ce qu'ils pourront, en dehors de recettes et peut-être de quelques souvenirs disant ma mère qui était pied noir, comme je dis que ma mère est née dans une oasis. Je ne pense pas qu'ils maintiendront des coutumes mais peut-être dans la cuisine, sans doute. Par contre, j'ai des cousins qui ont été beaucoup plus attentifs à conserver leur accent. Mon père et ma mère l'avaient un tout petit peu aussi, ils ne l'avaient pas vraiment perdu. Et puis beaucoup d'habitudes et de souvenirs qu'ils ont transmis de manière très forte, plus que nous. Alors est-ce que c'est parce qu'on s'est retrouvés en métropole beaucoup plus tôt, relativement jeunes, et que eux, au contraire, ceux-là ont été infiniment marqués par la vie là-bas. Par exemple, ils ont fait les moissons, ils se sont barricadés pour ne pas être attaqués par les fées de la gare. Enfin, tout ça a beaucoup joué dans le fait qu'ils sont rentrés avec un package très, très lourd. Je me sens vraiment très chanceuse. D'abord, je suis née dans un milieu où il y avait suffisamment d'argent. Je n'ai pas vécu la guerre, sauf 2 petites années, mais où je ne me suis aperçue de rien ou presque.
Je n'ai pas vécu l'Exode non plus, donc je peux dire que je n'ai que de bons souvenirs. Que de bons souvenirs. Je ne me sens pas une exilée, mais je sens que j'ai deux endroits. Je viens de deux endroits. C'est curieux comme sentiment. Deux endroits qui m'ont porté, et je rends justice et hommage au fait que j'ai pu avoir ces deux... Comment dire, j'ai du mal à trouver le mot. Comme dirait Joséphine Baker, j'ai deux amours. Alger et Paris. Voilà. Ou l'Algérie et la France. Je ne pense pas que cette histoire va disparaître. Je ne pense pas que ce soit possible. Moi, je ne pense pas que ça va disparaître. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un morceau d'histoire. Elle était tombée un peu dans l'oubli et personne ne voulait s'en préoccuper et personne ne posait de questions et personne n'écrivait, ou que ceux qui écrivaient n'étaient pas portés à la connaissance de tout le monde. C'est en train de changer. Et je m'en réjouis, bien sûr, je m'en réjouis. Un grand merci à France pour son témoignage. Cet épisode a été monté et mixé par Florian Lanoir et la musique est de Pascal Simoni. Et si vous aussi vous voulez témoigner et que je vienne à votre rencontre, vous pouvez m'écrire à qui-se-souviendra@gmail.com. Ce podcast est dédié à mes parents ainsi qu'à tous les déracinés.